L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand Ité vient de briser le silence sur des dirigeants qui pillent les ressources du pays. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Palitala, milliardaires. Ils ont même des appartements en Europe dans lesquels personne n'habite. Milliardaires. Ce ne sont pas des gens qui ont eu de l'héritage de leurs parents. C'est des gens qui ont eu des parents agriculteurs. Ils sont milliardaires en gérant les phosphates. Paolo Patassé, qui est décédé la dernière fois, milliardaire ou multimillionnaire. Et vous avez eu d'autres personnes qui sont passées après. Les Charles Takou, les Manganawe, Kézié, Michel Kézié. Il fait 17 ans de directeur de SNPT. Vous imaginez ça? 17 ans de directeur. 17 ans de directeur. Et pendant toutes ces années d'exploitation des phosphates, on n'a pas géré ce minerai comme s'il était un patrimoine national. On a géré ce minerai comme s'il était un patrimoine de clan. Pourquoi il n'y a que les gens d'un même clan qui sont toujours directeurs? Pourquoi quelqu'un de Palimé ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Sokodé ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Mango ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Vaugan, le site sur lequel on exploite le phosphate, ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un d'Anéron ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Palimé ne serait pas directeur des phosphates? Ce sont les mêmes individus du même clan. Et vous avez quelqu'un qui fait 17 ans directeur de la SNPT. Ça fait déjà 5 ans qu'il est à la retraite, mais il est toujours maintenu à son poste parce que c'est lui qui veille sur les magouilles. Donc, ceux qui sont dans la zone d'exploitation de ce minerai-là, on n'engage ni leurs enfants, on ne leur construit pas des infrastructures, on détruit la nature, on les exproprie, on leur arrache les terres agricoles, on les déplace, on détruit leur patrimoine matériel et immatériel. Ils sont devenus des gens, des SDF dans le pays. On détruit l'environnement et on pollue l'eau, il y a des maladies partout. Et donc, les gens qui sont de ce milieu-là, ils ne bénéficient absolument rien de ce minerai-là. Et ce débat, je ne comprends pas pourquoi au Togo, la société civile, les hommes politiques, et je ne sais pas qui, ne se saisissent pas de ce débat sur ce que Ford fait des phosphates au Togo depuis 20 ans. Ce que son père a fait des phosphates et ce que lui, il fait des phosphates depuis 20 ans. C'est un bien, c'est un minerai, c'est une richesse nationale. Il le donne à qui il veut, il ne rend compte à personne. Il ne vient pas pour dire aux Togolais, voilà cette année ce que les phosphates ont produit je sais pas, comme richesse. Alors je vous parle, aujourd'hui, ils ont déjà extrait plus de 1 500 000 tonnes. Peut-être dans 2 semaines, ils vont atteindre 1 600 000. Mais alors je vous parle, ils ont extrait 1 500 000 tonnes. Ils ont déjà dépassé 1 500 000 tonnes. Si vous prenez les 1 500 000 tonnes, vous faites x $625. Si vous tapez le coût du phosphate tout à l'heure, sur ceux qui sont sur Google, vous pouvez regarder dans Google, vous allez voir le prix du phosphate à l'heure où je vous parle. C'est $625. Donc autour de 500 et quelques euros. $625 la tonne, et vous faites le calcul des 1 500 000 tonnes qu'ils ont atteint déjà aujourd'hui pour voir combien ils ont déjà engrangé comme recette, recette. Et où vont ces sous? Où vont ces sous? Un seul individu ne peut pas mettre la main sur des richesses qui appartiennent à tout un peuple, qui doivent profiter à tout un peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je vous parle, les gars qui sont à Dapaon, ils ont la chance d'être recrutés facilement à la CNPT? Les gars qui sont à Mango, ils ont la chance d'être recrutés facilement à la CNPT? Les gars qui sont, je ne sais pas, à Kara, ils ont la chance au même titre que les autres. Les gars qui sont à Sokoré, ceux qui sont, je ne sais pas, à Blita, Sotubois, à Takpamé, est-ce que on considère les phosphates comme une richesse nationale et on recrute les Togolais de la même manière? Ou bien les gens en ont fait une entreprise d'un clan, ils recrutent leurs frères, leurs camarades, leurs amis. Est-ce que le Togolais
de Dani, le Togolais de Vaughan, le Togolais d'Aléron, le Togolais de, je ne sais pas, à Gomeglouzou, le Togolais de je ne sais où, a les mêmes chances d'être recruté à la SMPT s'il a les compétences comme les Togolais du clan qui gère aujourd'hui les phosphates. Parce que c'est un bien national, c'est une richesse nationale. Certains ne peuvent pas en faire leur propriété privée, ils utilisent ça comme ils veulent, ils gèrent ça comme ils veulent, ils ne rendent compte à personne. Je répète, à l'heure où je vous parle, il y a 1 500 000 tonnes qui ont été déjà extraits cette année. Au bout de 2 semaines, il reste combien? Il ne reste pas 2 semaines, il reste 8 jours pour la fin de l'année. Au bout de 8 jours, peut-être ils vont atteindre 1 500 et quelques mille tonnes. Multipliez ça par $625 la tonne. Si vous allez sur Internet tout à l'heure, vous allez voir le prix de la tonne du phosphate. C'est $625. Vous avez en CFA combien ils ont vendu. Et cet argent passe où? Quelqu'un dit 561 milliards de francs CFA. Quelqu'un a fait le calcul, merci. 561 milliards de francs CFA. Cet argent, on ne le trouve pas. On ne trouve ni les traces dans le budget de l'État, ni dans la loi de finances. On ne développe pas la région, rien dans la région. Supposons qu'on fixe une règle de nomination des directeurs à la tête des institutions. Je pense qu'au Ghana, ils ont décidé que les directeurs à la tête des sociétés d'État, c'est 5 ans, 5 ans. Supposons que au Togo, on instaure une règle comme ça, que société d'État, c'est 5 ans, directeur. Vous êtes à l'OTR, c'est 5 ans, non renouvelable. Puisque en Afrique, c'est quand on est directeur qu'on vole. Donc, on part du postulat qu'on veut permettre à tout le monde d'avoir un peu d'argent et donc de voler. Donc, on veut démocratiser le vol pour permettre à tout le monde de voler. Donc, si on dit 5 ans, 5 ans, 5 ans à la tête de la société, mais au moins, à tour de rôle, celui qui a d'apparence, il sait que dans 5 ans, je peux être directeur de la CNPT. Remplaçant le précédent. Celui qui a Mango peut postuler. Celui qui a dans une autre région peut postuler. Ou même, on le fait de façon régionale. Donc, 5 ans, un gars de Savane, il est directeur. 5 ans, un gars de la région de Kara, il est directeur. 5 ans, un gars de la région centrale, il est directeur. 5 ans, un gars de la région des plateaux. 5 ans, un gars de la région maritime. On ne peut pas accepter qu'un seul individu soit directeur pendant 17 ans de la Société nationale des phosphates. 17 ans. Et même à sa retraite, on continue de le maintenir. Et ça ne choque personne. Ça ne dit rien à personne. Et vous nous parlez de nation. Vous nous parlez d'un pays que vous êtes en train de construire. Une nation, c'est l'ensemble des citoyens qui profitent de la richesse de cette nation-là. C'est l'ensemble de la communauté. C'est l'ensemble des composantes qui profitent de la richesse de ce pays. Au moins une trentaine de minutes à l'armée togolaise, à notre armée, à nos frères d'armes, nos frères qui tirent les armes, aux militaires. Ils sont nos frères. Ils viennent de nos familles, ils viennent de nos maisons, ils viennent de nos communautés. On les connaît plus ou moins. La première question que nous devons nous poser est de savoir comment des gens qui étaient des civils, qui sont issus de nos rangs, qui ont vécu la même misère que nous, qui vivent même plus que la misère que nous. Pourquoi dès qu'ils quittent les civils et qui se font enrôler dans l'armée, ils changent de comportement et deviennent des esclaves d'une famille? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que des gens avec qui on partageait le quotidien, des gens qui sont dans nos familles, qui sont dans nos maisons, qui connaissent la réalité de notre pays, dès qu'ils rentrent dans l'armée, ils deviennent une autre personne. Ils tuent leurs propres frères. Ils font des dégâts. Quand on les envoie pour frapper les gens, ils font des choses aveuglément. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils choisissent d'être des esclaves éternels d'une famille? Qu'est-ce qu'on leur prépare à manger? Comment est-ce qu'on travaille leur psychologie? Comment est-ce qu'on les travaille? Parce que il est important de parler aux militaires. Parce que nous le veuillons ou pas,
j'ai toujours l'habitude de le dire, à moins qu'on soit un nez politique, à moins qu'on ne comprenne absolument rien de la politique au Togo, que ce soit des manifestations populaires, que ce soit demain je ne sais quoi, c'est eux qui ont la clé de la situation. C'est eux qui ont le dernier mot de cette situation-là. Même si demain, nous sortons par milliers dans la rue, c'est eux qui vont basculer du côté du peuple pour mettre fin au règne du tyran. Aujourd'hui, quand la cour de la CEDEAO dit que Faure Gnassingbé est totalement illégitime, il est illégal, tout le monde peut le déposer. Le peuple peut choisir de le déposer, comme l'armée aussi peut choisir de le déposer. Parce qu'au vu de tout le monde, il est totalement illégal. Et si quelqu'un le dépose, personne ne dira rien. Il y aura peut-être des condamnations au bout des lèvres. Et c'est le danger qui le guette. Et la seule chose à laquelle il s'accroche, c'est cette armée-là. C'est cette grande muette-là, qui elle-même aussi est victime de la dictature. Et pourquoi il s'accroche à eux? Il s'accroche à eux parce que c'est le seul pilier qui lui reste. Et nous devons parler aux militaires. Et en parlant aux militaires, c'est vrai qu'on le fait depuis, mais en parlant de plus en plus aux militaires, nous portons le danger dans la maison de Faure Gnassingbé. Nous lui faisons comprendre que les militaires qu'il a pris en otage et qu'il utilise contre nous, le peuple va lui reprendre son armée. Et quand on parle aux militaires, avec des voix qui portent, il ne va pas dormir. Vous savez que mes lives sont interdits dans les casernes. Même dans la police. Vous savez qu'ils ont interdit aux militaires d'écouter mes lives. Ils écoutent ça en différé. Mais les officiers, ils écoutent. Ils sont à la maison, ils écoutent sur les téléphones de leurs enfants, sur les tablettes de leurs enfants. Ils écoutent. Donc, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur dise que là où ils ont été esclaves jusqu'à maintenant, c'est bon. Pourquoi je le dis? Parce que la semaine dernière, je vais partir de cet exemple-là. Il y a eu un officier supérieur, colonel de son rang, qui est décédé à l'hôpital Dr Mafia, à Toblikopé là-bas. Et cet officier supérieur, selon les informations que j'ai pu glaner à gauche et à droite, a été un très brillant officier, m'a-t-on dit. En tout cas, on m'a dit que c'est quelqu'un qui a eu un bac D avec 15 de moyenne. Après, il est rentré dans l'armée. Il a fait l'école des officiers, très brillant. Et aujourd'hui, je pense qu'à 56 ans ou 50 combien, 5 ans, il est mort. Il est mort pourquoi? Il est mort parce que il a été arrêté dans l'affaire Félix Katanga. Il s'appelle colonel Ali. Il était à la FIR avec Katanga. Il a été arrêté dans cette affaire de Katanga. Il a été suffisamment torturé à l'ANR et c'est comme ça que ces problèmes ont commencé de santé. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et donc, c'est quelqu'un qui a choisi la fidélité à une famille, la fidélité à un clan, la fidélité à une communauté, que la fidélité au peuple. Et aujourd'hui, il meurt dans l'indifférence totale. Et pourtant, il avait tout pour avoir une très bonne carrière. Mais il a choisi pendant sa vie de militaire l'allégeance à une famille qu'à un peuple. Le général Katanga, qui est aujourd'hui dans les liens de la détention, qui doit être autour de 65 ans, 63 ans, 64 ans, je ne sais plus trop. En 2005, lorsque les jeunes officiers, et lui-même il était jeune à l'époque,
disait que les enfants des Yadema n'étaient pas suffisamment matures et qu'on ne pouvait pas confier le pouvoir à Faure Gnassingbé, Katanga, donc Félix Katanga, très zélé parce qu'il avait épousé une fille des Yadema, donc Babanam, il était le premier à menacer tous les autres officiers. Il a dit à certains qu'un beau ne trahit pas. Donc, il avait choisi la fidélité à sa belle famille, donc au Gnassingbé, que la fidélité au drapeau.